Bonsoir à tous et les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont voici les titres de l'actualité de ce 22 heures. Le croissant lunaire marque le début des 10 jours de pèlerinage. C'est ce qui a été aperçu hier soir. Les champions locaux à l'honneur pour stimuler le secteur privé. Dans l'actualité internationale, cette fois au moins 8 Palestiniens ont été tués dès l'aube ce matin. C'était les titres place au développement de ce journal et nous entamons ce journal par ce croissant de lune du mois de Dhul Hijjah qui a été aperçu hier soir en Arabie Saoudite. Annonce qui a été faite par la Cour suprême de l'Arabie Saoudite. Donc la Eid al-Adha est prévue pour le 6 juin prochain. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu M. Told, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière, accompagné du coordinateur résident des Nations Unies à Djibouti. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la visite officielle de M. Todd à Djibouti, sollicitée par le maire de la ville de Djibouti en vue de renforcer la coopération dans les domaines de la sécurité routière et de la régulation du transport public, deux enjeux majeurs pour le pays en développement. Les échanges ont également porté sur la mise en œuvre du décret présidentiel portant création du comité interministériel de la sécurité routière présidé par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Ce comité a pour mission de coordonner les actions des différents ministères concernés en ce qui concerne l'infrastructure, le transport, l'intérieur, la ville, notamment à travers l'agence djiboutienne des routes et les forces de sécurité. Dans le reste de l'actualité, direction Abidjan, en Côte d'Ivoire, où une délégation djiboutienne conduite par le ministre Ilyas Moussa Dawalé a participé à la cérémonie d'ouverture officielle de la Banque africaine de développement, la BAD. Nagat Fad nous en dit plus. Les 60e assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement s'est ouvert le 26 mai 2025 sous le thème « Tirer le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement ». Cet événement d'envergure a attiré plus de 5000 participants, dont des chefs d'État et de gouvernement, des ministres des Finances, des gouverneurs de banques centrales ainsi que des représentants du secteur privé. Lors de la cérémonie d'ouverture, le président sortant de la BAD, Dr Adesina, a prononcé une allocution marquant le coup d'envoi de ces assises. Il a également exprimé sa confiance en laissant derrière lui une institution forte et innovante engagée pour préparer l'Afrique pour être un leader en matière de sécurité. Confiance. Je laisse une institution forte, innovante, intégrée, préparant l'Afrique à être leader en sécurité alimentaire, énergie, numérique et climat, a déclaré en substance Dr Adesina. Élu en 2015, réélu en 2020, Dr Adesina a également fait un bilan des avancées majeures enregistrées sous sa présidence, notamment de la BAD, qui est passée de 93 à 318 milliards de dollars en 10 ans, soit une avancée de 242%. Il a mis en avant la reconstitution la plus importante du Fonds africain de développement. Il a mis en avant la reconstitution la plus importante du Fonds africain de développement, qui a levé plus de 8,9 milliards de dollars lors de son 16e cycle. En s'adressant aux participants, Dr Adesina a appelé à ne pas se limiter au rôle de simple observateur, mais à devenir des amplificateurs de la voix de l'Afrique, soulignant ainsi l'importance de façonner la narration africaine dans un monde en constante mutation. Le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Ouattara, a fait une allocution exceptionnelle dans laquelle il a félicité la BAD pour son travail acharné à accompagner le développement du continent africain.
Après la cérémonie d'ouverture, place à ce dialogue présidentiel qui s'est tenu sous le thème Tirer le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement. Ce sommet a réuni des leaders africains engagés à renforcer le développement du continent. Parmi les participants figuraient le président des Comores, l'ancien président du Ghana, le vice-président de la Tanzanie, le premier ministre du Niger. Ensemble, ils ont réaffirmé leur engagement envers les 5 axes stratégiques de la BAD, dont électrifier, nourrir, industrialiser, intégrer le continent et améliorer la qualité de vie de ces populations. Ces initiatives ont eu un impact quantitatif transformant la vie de plus de 565 millions d'Africains en 10 ans. Le Sheraton Hotel a donc accueilli aujourd'hui un atelier placé sous les signes de l'initiative locale appelée Initiative Champions locaux, organisée par le secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé. Cet événement marque une étape importante dans la promotion de l'entrepreneuriat local et du développement du secteur privé parmi les pays, notamment dans un contexte fragile et en quête de résilience économique. Présidé par Mme Safia Mohamed Ali, secrétaire d'État à l'investissement et du développement du secteur privé, l'ouverture de cet atelier a réuni plusieurs personnalités clés, dont M. Isman Ibrahim Roblé, ministre du Budget, Youssouf Moussa Dawale, président de la Chambre de commerce, ainsi que de Mme Fatou Fall, représentante résidente du groupe de la Banque mondiale, que je vous propose de suivre. Notamment de Djibouti. Djibouti, comme nous le savons tous, a une position stratégique, a une jeunesse dynamique, et donc elle illustre vraiment cette promesse du développement du secteur privé. Quant au président de la Chambre de commerce, il a indiqué que cet atelier revêt une importance pour la promotion de l'entrepreneuriat local et du développement du secteur privé dans le pays. Cet événement incarne notre engagement collectif en faveur du développement du secteur privé, de l'innovation et de la prospérité partagée. Je tiens également à remercier tout particulièrement l'AFC, la Banque mondiale, représentée par Mme Fatou Fall, pour son rôle moteur dans cette initiative, ainsi que le secrétariat aux investissements, au développement du secteur privé, pour son engagement à soutenir cette initiative avec le secteur privé. Comme l'a si bien dit le titre, Madame la Ministre, merci de cette collaboration. Merci aussi au ministre du Budget et à son équipe d'être parmi nous pour que nous puissions réfléchir à un avenir meilleur pour nos entreprises. Ensemble. Ensemble, nous démontrons la collaboration de nos institutions publiques et partenaires actives, le levier le plus puissant pour stimuler la croissance économique et renforcer la résilience de notre pays. Quant au ministre du Budget, il a rappelé que ce programme vise à identifier et à soutenir les entreprises locales. Donc, c'est avec un plaisir immense que je prends part avec vous à l'atelier de lancement de l'initiative Champions locaux, initiative conjointe du secrétariat d'État à l'investissement et au développement du secteur privé et du groupe de la Banque mondiale. Je salue cette initiative car elle vient braquer les projecteurs sur une problématique majeure, centrale du financement de nos entreprises privées et en particulier des micro, petites et moyennes entreprises. En effet, ces entreprises qui représentent une part importante de l'économie nationale font face à de nombreux obstacles lorsqu'il s'agit d'obtenir des ressources financières nécessaires à leur croissance et à leur développement. Ces obstacles sont multiples. Conditions de garantie, taux d'intérêt élevés et des produits financiers peu adaptés à leurs besoins. Et ces obstacles freinent la croissance de ces entreprises, leur capacité à innover, à créer des emplois
et à contribuer pleinement au développement économique de notre pays. Aujourd'hui, en mettant ensemble autour de cette table les institutions publiques en charge de promouvoir le développement du secteur privé et les responsables du secteur privé, chambres de commerce, associations du secteur privé, l'atelier offre très certainement une opportunité d'échange et de collaboration permettant d'identifier les actions concrètes à mener afin de cibler les entreprises locales prometteuses dans le secteur manufacturier, agroalimentaire et des services de Djibouti. Et en clôturant la série des interventions, la secrétaire d'État à l'investissement a rappelé l'importance que revêt cette initiative pour le développement du secteur privé. C'est avec un grand honneur et une détermination renouvelée que je vous adresse ces quelques mots à l'occasion de l'ouverture de cet atelier dédié à la présentation de l'initiative Champions locaux, un jalon important dans notre engagement collectif en faveur du développement du secteur privé djiboutien. Permettez-moi avant toute chose d'exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le ministre du Budget, dont la présence à mes côtés ce matin témoigne de l'engagement fort, solidaire et résolu du gouvernement de Djibouti en faveur de la transformation de notre économie. Je souhaite également saluer la présence de Monsieur le Président de la Chambre de commerce de Djibouti, qui a fait preuve d'une grande disponibilité. Aujourd'hui, ce geste symbolique souligne à quel point la coopération entre pouvoir public, secteur privé est effective, concrète et efficiente. Mes remerciements vont également à l'endroit de Madame la représentante résidente de la Banque mondiale, dont la présence aujourd'hui revêt une dimension hautement symbolique. Elle illustre avec force l'engagement constant et soutenu de la Banque mondiale en faveur du développement économique de Djibouti, et en particulier de son secteur privé. Mesdames et messieurs, les petites et moyennes entreprises de Djibouti constituent le socle de notre économie nationale. Elles portent en elles l'innovation, la création d'emplois, une capacité unique à irriguer les territoires en opportunités économiques. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a organisé hier une cérémonie de remise de certificats à 83 jeunes bénéficiaires du quartier de Balbala ancien formés dans le cadre du projet intégré de résorption des bidonvilles financé par la Banque mondiale. Présidé par Mme Amina Ahmed Ouersama, secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, aux côtés de M. Abdelrahman Ali, directeur général de l'Aroulos. L'événement a réuni les représentants de l'association Ar-Rahma, le président de la commune de Balbala et plusieurs élus locaux. Cette initiative illustre la concrétisation de la politique nationale de développement du capital humain en ciblant les jeunes issus des quartiers précaires. Les formations dispensées en couture, électricité, mécanique, soudure et pavage visent à favoriser leur insertion économique à travers une approche d'ingénierie sociale inclusive et complète. La remise des certificats représente une étape stratégique dans les efforts du gouvernement pour réduire les inégalités, promouvoir l'emploi et renforcer l'inclusion active des jeunes dans le développement local. À travers cette action, le gouvernement de Djibouti réaffirme son engagement à résorber le taux de chômage des jeunes. En prenant la parole à cette occasion, le président de la commune de Balbala a souligné l'importance que revêt cette formation professionnelle et qu'elle est donc destinée à l'autonomisation et à la cohésion sociale. Cet événement marque une étape importante dans la vie de nos jeunes qui ont su faire preuve de détermination, d'engagement et de persévérance
tout au long de leur parcours de formation. Je tiens tout d'abord à saluer l'initiative du projet intégré de résorption de bidonvilles, ainsi la collaboration efficace entre le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, le centre de formation Ar-Rahma, Arilos, la commune de Balbala, l'ensemble de partenaires impliqués. Cette synergie entre acteurs institutionnels, associations locales de la commune de Balbala, la communauté est essentielle pour garantir le succès des programmes qui visent à améliorer les conditions de vie de nos quartiers et à offrir des opportunités réelles à notre jeunesse. Chers jeunes, les formations techniques que vous avez suivies dans des domaines aussi variés que la couture, l'électricité, la mécanique automobile, la soudure et encore la pose de pavés, la réparation sanitaire, vous offrent désormais des compétences précieuses et concrètes. Ces acquis vous permettront, j'en suis convaincu, de contribuer activement au développement économique, social de notre commune. Quant au directeur général de l'Aroulos, M. Abdelrahman Ali, il a indiqué que cette initiative vise à favoriser l'insertion économique des jeunes. J'ai l'honneur aujourd'hui d'être présent auprès de vous pour célébrer avec vous la remise de certificats de formation professionnelle aux jeunes issus des quartiers de Balbala ancien. Ces formations ont été initiées dans le cadre du programme Zorro Bidonville et en particulier du projet de résorption des bidonvilles financés par la Banque mondiale et qui vise principalement le premier quartier pilote de Balbala ancien, mais également différents quartiers de Balbala Nord, notamment Arawil, Bambaj et d'autres quartiers similaires. Le projet ne se limite pas seulement à des infrastructures de base dans le cadre du programme Zorro Bidonville, mais il sert également à renforcer le capital humain et social en plaçant les habitants et en particulier les jeunes au centre, au cœur du développement. Donc, dans le cadre de ce financement, les formations initiales qui ont été initiées par le ministère en collaboration avec le complexe Ar-Rahma ont été orientées vers les métiers du bâtiment et des travaux publics, notamment la menuiserie, la soudure, l'installation sanitaire, le carrelage et la pose de pavés, notamment et des métiers artisanaux comme la couture et la broderie. Donc nous sommes heureux aujourd'hui de confirmer, chers invités, que les premiers bénéficiaires de formation en pose de pavés ont été déjà recrutés dans le cadre de la pose de pavés à Balbala ancien et les travaux en cours. Donc aujourd'hui, nous sommes particulièrement heureux de fêter la fin de la cérémonie et la remise des certificats et nous ne manquerons pas de s'associer avec le ministère et la commune pour pouvoir recruter ces jeunes et favoriser en priorité leur recrutement dans les opérations de construction des équipements publics qui sont actuellement au cours au niveau de Balbala ancien, notamment la construction d'un centre de développement communautaire, la construction d'un terrain multisport, la construction d'une gare routière qui va bientôt démarrer, la construction d'un marché. Et tous ces travaux, nous allons donner la priorité à ces jeunes de Balbala ancien qui aujourd'hui ont l'honneur de reprendre, de récupérer leur certificat de formation, de fin de formation. Enfin, je n'oublie pas, Madame la Secrétaire Générale et Monsieur le Président, que l'objectif du programme et du projet PIRB est de former environ 1500 jeunes qui sont issus de différents quartiers de Balbala. Et pour clore la série des interventions, la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités a rappelé qu'il s'agissait là d'une étape décisive vers l'autonomisation et l'inclusion socio-économique. C'est pour moi un honneur aujourd'hui aussi de présider cette cérémonie de remise des certificats aux jeunes lauréats qui ont suivi pendant 6 mois des formations techniques au sein de ce complexe, donc le complexe Ar-Rahma, dans les cadres du projet de résorption de bidonvilles, donc conduit par Arilos, donc le ministère de l'Habitat.
Donc c'est en collaboration bien sûr avec le complexe Ar-Rahma, avec l'agence Arilos, que le ministère des Affaires sociales et des Solidarités travaille dans les différents quartiers ciblés par ce projet pour un accompagnement des jeunes. Donc peut-être en introduction, c'est que dans ce cadre-là, le ministère est responsable de la mise en œuvre de la composante ingénierie sociale. Donc quand on parle de l'ingénierie sociale, il n'y a pas une action précise. C'est tout type d'accompagnement, tout service que le projet doit conduire pour la communauté pour améliorer les conditions de vie de la population habitant dans les zones du projet. Donc pourquoi les jeunes, pourquoi la formation? Le ministère des Affaires sociales, dans le cadre de sa politique de lutte contre la pauvreté, nous avons établi une stratégie de protection sociale axée sur le capital humain qui doit renforcer le capital humain de la population. Donc quand on parle de capital humain, il y a l'éducation, il y a la formation, il y a l'autonomisation, il y a également la santé, il y a l'amélioration des logements, de l'habitat, etc. Donc c'est tous les services qui peuvent renforcer le bien-être de notre population. Donc c'est dans cette optique que le projet intégré doit former 1500, comme le directeur général l'a dit, 1500 jeunes. Donc aujourd'hui, c'est la formation qui a terminé, c'est 100 jeunes qui ont eu la formation au niveau de la soudure, de la mécanique, de la couture, etc. Donc je félicite les jeunes, je les encourage à aller de l'avant. Je félicite aussi la collaboration qu'on a eue avec ce complexe, avec bien sûr le travail de partenariat qu'on mène avec Arilos, et ainsi que toutes les personnes, les travailleurs sociaux qui ont travaillé dans ce projet dans le quartier et les femmes leaders qui nous ont accompagnés dans la sélection de ces jeunes. Merci beaucoup et je vous souhaite beaucoup de courage. L'ONEA, de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, a constaté ces derniers temps une recrudescence du déversement des eaux usées domestiques sur la voie publique, ainsi que dans les réseaux de drainage des eaux pluviales. À cela s'ajoute le dépôt anarchique de déchets solides dans ces réseaux. Cette situation perturbe gravement le bon fonctionnement des infrastructures d'assainissement et commettent donc des opérations de l'ONEA sur le terrain, notamment lors des interventions techniques en période de pluie. Face à cette situation, l'ONEA rappelle que les réseaux de drainage ont été conçus pour évacuer uniquement les eaux de pluie. Toute utilisation inappropriée met en péril leur efficacité. Elle réaffirme également son engagement à assurer un service public de qualité, mais cet engagement ne saurait porter ses fruits sans une participation active et responsable de la population et de faire preuve de civisme en évitant de jeter les déchets dans les canalisations et les ouvrages de drainage. Pour plus ample explication, je vous propose de suivre le mot de M. Aynan Moussa, chef de service de ces travaux. Ces derniers temps, nous observons une augmentation du déversement des eaux ménagères sur la voie publique et dans le système de drainage des évacuations des eaux pluviales. Et aussi les problèmes des déchets solides. Tous ces phénomènes-là entraînent bien sûr un débordement significatif sur la voie publique. Et aussi, ça impacte directement nos ouvrages de manière conséquente. Mais aussi, derrière, ça nous rend le travail difficile, toutes les interventions qu'on les fait. Et chaque intervention nous représente un coût énorme. Qu'il s'agisse de l'utilisation des camions vidanges, que ce soit la tractopelle, les camions bennes, le changement des conduites, l'entretien des canaux, tout ça, c'est un coût énorme. Donc nous travaillons sans relâche et l'ONIAD investit aussi beaucoup pour le bien-être de la population. Bientôt aussi, il y a le projet Pirate qui va commencer pour accorder CAR 5, CAR 6, CAR 7, CAR 7 bis au réseau d'assainissement. Mais l'ONIAD ne peut pas assurer seule la préservation des réseaux. C'est une responsabilité collective et c'est pourquoi notre demande est simple. La préservation des réseaux, d'abord, c'est les habitants, les riverains des réseaux, qui doivent bien sûr éviter de jeter les déchets solides dans le système de drainage. Et vous verrez rapidement, Inch'Allah, la situation va s'améliorer.
Et cette déclaration du capitaine Dylan Mirgan Omar, chef du service du commissariat de la police du 3e arrondissement, qui intervient suite à une diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo en mettant en scène un vol à main armée dans une boutique située dans le secteur de PK13. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Capitaine Dylan Mirgan Omar, chef de service du commissariat du 3e arrondissement. Suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo mettant en scène un vol à main armée dans une boutique, les policiers du commissariat du 3e arrondissement ont, dans un premier temps, identifié la boutique en question située dans le secteur de PK13. Une fois sur le lieu, les policiers prennent contact avec les gérants de la boutique blessés grièvement lors de ce vol. Lors de son audition, ce dernier déclare qu'il a été victime d'un assaut de la part de 4 individus cagoulés et en possession d'armes blanches telles que des machettes et des couteaux, mais également d'une arme à feu. Le fait se serait produit le 15 mai vers 15h30. Il précise également qu'il a été blessé au niveau de la tête, présentant 7 points de suture, mais aussi au bras. Un témoin présent lors des faits et qui a tenté de s'interposer a aussi été blessé au pied. Toujours dans sa déclaration, il précise que l'un des malfrats a pointé une arme à feu pour dissuader toute tentative de riposte. Une fois les victimes maîtrisées, les assaillants se sont emparés du butin d'une valeur de 150 000 francs Djibouti se trouvant dans la caisse de la boutique en question et de 2 téléphones. Et pour dissuader les voisins d'intervenir, les mis en cause ont tiré un tir de sommation avant de prendre la fuite. L'enquête menée par les fins limiers du 3e arrondissement a permis d'identifier un des malfrats. Aussitôt interpellé, il a sans sourciller reconnu les faits et a dénoncé ses compères et les lieux où se trouvaient les machettes et l'arme à feu. Les 4 individus impliqués dans cette affaire ont tous été arrêtés et placés sous mandat de dépôt à la prison civile de Gabot pour les faits de vol à main armée et de détention illégale d'armes à feu. Il est à rappeler que la police nationale ne relâche aucunement ses efforts pour lutter contre la délinquance et la criminalité sous toutes ses formes dans notre pays. Également dans l'actualité, il y a cette cérémonie solennelle de remise de prix qui s'est tenue dans l'enceinte du lycée Arrêt d'Ali Sabié en présence de nombreuses autorités régionales, du personnel éducatif et des élèves ainsi que de leurs familles. Lors de la cérémonie placée sous les signes de la reconnaissance, de la valorisation du mérite qui a débuté par la lecture d'un verset du Saint-Coran par un élève du lycée, suivi de l'hymne national, le proviseur du lycée, M. Ahmed Abdelkader Oukiye, a ouvert la série des interventions en exprimant sa fierté pour les efforts déployés par les élèves. Il a également exprimé l'espoir de voir que ces jeunes brillent dans le classement du baccalauréat. Enfin, le moment tant attendu, la remise de prix marquant l'aboutissement d'une cérémonie riche en émotions. Élèves brillants, enseignants engagés, agents dévoués et membres actifs de la vie scolaire ont tour à tour été récompensés pour leur excellence et leur implication au sein de ce lycée. Cette célébration a été un véritable hommage à la réussite et à l'engagement de toute la communauté éducative. Nous avons voulu que ça soit un peu différent de l'année dernière parce que nous avons donc intégré dans les élèves primés les élèves qui se sont distingués dans les différents clubs du lycée. Et en prenant la parole à cette occasion, la préfète adjointe, Mme Saïda Waberi Assoué, a honoré les lauréats par des mots chaleureux, des encouragements, mais a aussi exhorté les élèves à continuer sur cette voie. C'est un honneur et une fierté de prendre part à vos côtés à cette cérémonie de fin donc de l'année 2024-25 scolaire.
Et puis, moi, je voulais juste... l'animatrice, tout à l'heure, avait soulevé que le lycée d'Ali Sabié est premier au niveau régional, deuxième niveau national. Et on espère vraiment que le lycée soit à la tête du pays, le lycée d'Ali Sabié. Inch'Allah. Félicitations au chef de l'établissement, c'est le proviseur qui se donne corps et âme. Et donc, d'où nous voyons donc, tout le travail qui a été fourni. Félicitations à tous qui ont organisé cet événement. Merci tout le monde. Et cette visite d'identification pour la mise en place d'une structure d'accompagnement des enfants migrants de Galilée, Tadjoura, Barho, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. À cet effet, un comité multipartite a été mis en place sous l'égide du ministère de la Femme et de la Famille. Commentaire. La délégation qui est composée de la directrice de la Femme et de la Famille, le colonel Idriss Garad, un représentant du bureau de la coordination de la migration. La délégation poursuivra son travail d'identification jusqu'à la frontière de Balho, dans l'optique de mieux répondre, selon les normes internationales, à la migration des enfants en provenance des pays voisins. Cette démarche vise également à planifier un plan de retour volontaire en mettant en avant les dispositions nécessaires pour protéger au mieux le bien-être, la dignité et les droits fondamentaux de ces enfants. La visite a débuté par Galilée où la délégation était accompagnée par le sous-préfet d'Ali Sabié. Elle s'est poursuivie à Tadjoura avec une rencontre avec le préfet qui a guidé la délégation dans l'identification des structures disponibles, notamment SOS Village d'enfants de Tadjoura, une structure active depuis plus de 10 ans dans les domaines de la protection de l'enfance. La direction du GIZ, les points focaux de l'OIM et de l'UNICEF, le directeur national de la SOS Village. La mission vise à évaluer les structures existantes et à mettre en œuvre un dispositif d'accueil temporaire qui permettra d'accompagner les enfants migrants dans leur processus de retour dans leur pays d'origine, en coordination avec les autorités des pays de provenance. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, la brigade de la douane de Dikil, en collaboration avec le corps armé de Riyad, ont intercepté à proximité du périphérique du secteur de la ville de Dikil une importante quantité de contrebande. Composé de 14 colis de 4, les contrebandiers voulaient l'acheminer vers la capitale. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade des douanes de Dikil, M. Moussa Omar Moussa, le directeur général de la douane et des droits indirects, M. Gouled Ahmad, a félicité l'ensemble des éléments de la douane et du corps de Riyad qui ont participé à cette opération de lutte contre la contrebande. À Mogadiscio, cette fois pour parler sport, un match a été organisé pour accueillir les légendes du foot telles que Samuel Eto'o, venu en Somalie pour une visite officielle. À la fin des 90 minutes de jeu, Emmanuel Adebayor, l'ancien attaquant de l'équipe nationale de Real de Madrid et de Manchester City et de Tottenham et du Togo, s'est brièvement adressé aux médias. Ces vétérans ont reçu une invitation officielle du ministère de la Jeunesse et des Sports de la Somalie et de la Fédération somalienne de football, ce qui montre les bonnes relations de la Somalie entretenues avec les organisations sportives internationales. Le but de ce voyage est une évaluation internationale de la Somalie, notamment en termes de sécurité, de capacité du stade de Mogadiscio à accueillir des matchs internationaux et d'engagement de la communauté dans le sport. La grande communauté de Mogadiscio s'est rassemblée cet après-midi au stade de Mogadiscio où s'est déroulé ce match passionnant. Internationaux venus à Mogadiscio font partie de la délégation de la FIFA et de la CAF. Ils rencontrent les plus hauts dirigeants du pays pendant leur séjour à Mogadiscio. C'est la première fois qu'une haute délégation des associations mondiales et africaines de football se rendent en Somalie. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Je vous l'annonçais en début de journal, au moins 8 Palestiniens ont été tués dès l'aube, rompant une trêve de 2 mois.
Par ailleurs, au moins 3 Palestiniens ont été tués mardi et 46 autres blessés après que l'armée israélienne ait ouvert le feu sur des foules qui s'étaient précipitées vers un point d'aide humanitaire. Des milliers de personnes se sont ruées mardi sur un centre de distribution d'aide et d'une fondation dans le sud de la bande de Gaza, provoquant des scènes de chaos. Sous forte pression internationale, Israël a partiellement levé la semaine dernière le blocus total des livraisons humanitaires qu'il avait imposé le 2 mars au territoire palestinien et aggravant les pénuries de nourriture et de médicaments. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à la régie. Excellente soirée à toutes et à tous.